Bonjour à tous et bienvenue sur Public Sénat. À 2 jours du premier tour de la présidentielle, nous terminons notre série des 11 meetings des candidats à la présidentielle. Et le dernier meeting que nous vous proposons de suivre, c'est celui de Nathalie Arthaud, la candidate de Lutte ouvrière, qui était mercredi soir en meeting à Lille. Nous allons suivre son discours en intégralité dans quelques instants. Et pour décrypter ce discours et sa campagne, 2 invités en plateau avec moi. Bruno Cotresse, bonjour. Vous êtes politologue. Et notre éditorialiste politique, Mickaël Zamès. Bonjour Mickaël. Bonjour Yann. Alors Nathalie Arthaud, Mickaël, elle est candidate pour la deuxième fois et pourtant elle n'est pas très connue du grand public. Qui est-elle ? 47 ans, professeure d'économie, elle a eu un CAPES et puis une agrégation d'économie. Aujourd'hui, elle exerce à Aubervilliers et puis en même temps, elle fait campagne. Donc, alors, Nathalie Arthaud, on ne va pas se tromper, évidemment, elle est née dans le communisme, dans le trotskisme. C'est sa raison d'être depuis ses 18 ans où elle a fait des rencontres à l'époque qui lui ont permis de grandir dans ce milieu-là. Donc fidèle parmi les fidèles de l'idéologie communiste. Et puis, elle a été la porte-parole d'Arlette Laguillet. Arlette Laguillet, ça parle à quasiment tout le monde aujourd'hui. Il faut se rappeler qu'Arlette Laguillet a été pendant près de 30 ans leader de lutte ouvrière. Et elle a fait un score intéressant en 2007, Arlette Laguillet, 5,37% des voix. Aujourd'hui, enfin il y a 5 ans, Nathalie Arthaud, qui n'était pas très connue, a fait 0,98% des voix, si ma mémoire est bonne. On verra donc cette année combien elle pourrait faire. Aujourd'hui, elle n'est pas créditée de beaucoup plus. Peut-être 1,5, elle est à tout casser. Candidate de Lutte ouvrière, on le rappelait, Lutte ouvrière, c'est un parti historique. Mickaël rappelait le parcours d'Arlette Laguillet, qui était candidate à la présidentielle pour ce parti. Qu'est-ce qui représente ce parti, Lutte ouvrière, Bruno Cotresse ? C'est un parti qui représente, le parti se présente d'abord lui-même comme le seul vrai parti communiste. Il s'appelle Nous les communistes et ce parti représente la survivance dans la culture politique française, dans le système politique français, d'une culture de gauche très radicale. Ça existe dans la vie politique française. Il faut se rappeler qu'aux élections de 2002, le fameux 21 avril 2002, il y a 3 candidats trotskistes. Et ces 3 candidats, ils font 11% des voix réunies ensemble. Donc selon les contextes, selon les élections, ça peut représenter un courant qui va de pratiquement rien du tout, Nathalie Arthaud 2012, à quelque chose d'un peu plus important. Il faut dire qu'en 2002, il y avait un candidat parmi tous ces candidats qui était Olivier Besancenot, le candidat de l'autre parti, un peu en concurrence avec Lutte ouvrière. Mais Lutte ouvrière représente, si on regarde sa géographie électorale, si on regarde sa sociologie électorale, c'est un électorat qui est plutôt assez âgé, c'est un électorat de conditions extrêmement modestes et très âgé, avec, je dirais d'une certaine manière, un peu des traces de l'électorat communiste quand même. Donc ça représente un tout petit parti politique, non seulement par les scores aux élections, mais aussi par le nombre d'adhérents. Le programme de Nathalie Arthaud, on va en parler, mais le programme de Nathalie Arthaud est un programme qui est plus un programme de narration idéologique sur la société française, sur ses clivages. Et en particulier, il y a une très fort prisme lutte des classes dans le programme de Nathalie Arthaud. C'est beaucoup plus ça qu'un véritable programme avec des mesures précises. Oui, c'est travailleurs, travailleuses, on connaît cette célèbre phrase également. Mais cette année, il y a aussi un autre candidat qui est sur un peu le même créneau, c'est Philippe Poutou, et ils se font de l'ombre entre les deux. Il y a une vraie concurrence entre les deux, et quand on regarde les chiffres, ils auraient pu peut-être faire alliance pour s'additionner et donc faire augmenter leur capital, mais visiblement, il y a une certaine concurrence entre ces deux partis-là qui fait qu'ils ne peuvent pas concourir sous les mêmes couleurs, et du coup, il y a une sorte de déperdition de ces voix-là. Alors, c'est vrai que dans le programme, on entend souvent interdiction des licenciements, il y a le salaire minimum à 1 800 €, on est sur une vraie défense du travailleur face au grand capital. On va revenir sur ce programme de Nathalie Arthaud à l'issue du meeting. Nous allons suivre son discours. Elle a choisi Lille, Mickaël, pour son dernier grand meeting de campagne. C'est une terre symbolique pour les ouvriers ? Oui, bien sûr. C'est depuis tellement d'années aujourd'hui que la terre du Nord est une terre symbolique. On se rappelle évidemment que tout le nord de la France était pendant de longues années une terre socialiste. Après, il y a eu une terre communiste, si je ne me trompe pas, Bruno Cotresse. Et il y a Martine Aubry encore, qui est aujourd'hui maire de Lille comme symbole.
Maintenant, c'est vrai que beaucoup de changements de ce côté-là, ça a été des très très forts bastions de gauche, même si aujourd'hui ça commence à être difficile, mais le Nord est une terre des travailleurs, donc la terre aussi d'un électorat. C'est pas étonnant de voir Nathalie Arthaud en meeting. Effectivement, le mot travailleur est un des mots-clés qui revient le plus souvent dans son programme, et toute la narration de son programme est construite sur la division au fond de la société française entre d'un côté les travailleurs et de l'autre côté les détenteurs du capital, les détenteurs des entreprises. Donc c'est vraiment un programme qui est fondé entièrement sur cette division. Donc il n'est pas étonnant de la voir sur des terres qui historiquement sont dans la culture politique française des terres un peu mythiques pour tous ceux qui veulent évoquer le sort des travailleurs et la vraie gauche. Eh bien, nous allons suivre justement ce meeting de Nathalie Arthaud, la candidate de Lutte ouvrière, meeting qui avait lieu mercredi soir à Lille. Et on se retrouve juste après pour décrypter, analyser son discours et son programme. Travailleuses, travailleurs, chers amis, chers camarades, la minorité capitaliste et le grand patronat nous mènent une guerre de plus en plus féroce. Les milliards qu'ils amassent sont réalisés à coups de licenciements, de suppression d'emplois, de blocage de salaires, d'augmentation du temps de travail et d'aggravation de l'exploitation. Ils sont réalisés à grand renfort de travail intérimaire et de sous-traitance, où les salariés sont plus flexibles et plus mal payés. Ils sont aussi arrachés aux salariés des plus petites entreprises, priés de ne pas compter leurs heures parce que leur patron est étranglé par ce grand capital. Les régions ravagées par le chômage, les centres-villes désertés parce que le petit commerce est moribond, les millions de femmes et d'hommes, de jeunes qui jonglent avec des petits boulots, les retraités dont la pension est inférieure au seuil de pauvreté, voilà le résultat de l'avidité insatiable de la classe capitaliste. On nous dit que la lutte de classe est dépassée, mais elle est vécue tous les jours dans les entreprises. Ce sont les minutes de pause volées, les primes diminuées, les heures non payées, les RTT supprimés, les gestes et les postures répétées qui usent la santé. Et c'est tous les jours pour des millions de salariés dans le privé comme dans le public. Parce que je dénonce cette grande bourgeoisie et parce que je décris l'opposition entre le monde du travail et cette classe capitaliste, on m'accuse d'être schématique, caricaturale, voire violente, comme l'a dénoncé la patronne Sophie de Menton. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais cette dame voudrait du coup m'interdire d'enseigner. Mais c'est la réalité vécue par les classes populaires et ignorée de cette dame qui est caricaturale et violente. 21 milliardaires possèdent l'équivalent de ce que détiennent 20 millions de femmes et d'hommes dans ce pays. Bernard Arnault, l'homme le plus riche de France, patron de LVMH, a augmenté sa fortune de 7 milliards en 2016 pour atteindre 38,5 milliards. Drahi, le magnat des télécommunications, a doublé sa fortune, passant de 5,4 milliards à 12 milliards. La fortune de Beignet, le PDG à la tête de Lactalis, est passée de 7 à 10,5 milliards. Comment cela a-t-il été possible en pleine période de crise, alors que l'économie est stagnante et que la concurrence fait rage? Eh bien, il n'y a qu'une explication à cela, c'est qu'ils ont aggravé l'exploitation à tous les étages de leur empire. On nous présente toujours ces fortunes comme le fruit du travail mérité de valeureux entrepreneurs, mais elles se construisent sur le vol du travail de centaines de milliers de salariés et aussi sur la mise en coupe réglée de l'argent public. Parce que la grande bourgeoisie pille aussi les caisses publiques, aux dépens des hôpitaux, de l'éducation, des transports, et l'État vide volontiers ses poches. C'est de l'argent sonnant et trébuchant des subventions ou des exonérations,
Mais ce sont aussi tous les services rendus quand les ministres se transforment, par exemple, en représentants commerciaux pour les Dassault ou les Bouygues. Alors oui, cette grande bourgeoisie commande l'État. Elle domine l'économie et elle pèse sur toute la marche de la société. Et elle nous conduit dans le mur en poussant les classes populaires vers la déchéance matérielle et toute la société à la déshumanisation, parce que le chômage et la misère font aussi le lit de la concurrence, de l'individualisme, du rejet, voire de la haine de l'autre. Alors, dans cette campagne, il faut que nous disions aux travailleurs qui nous entourent: ne vous laissez pas abuser par tous ces politiciens qui se bousculent pour aller à l'Élysée. Regardez ceux qui tirent les ficelles. Regardez la classe capitaliste qui tient nos vies entre ses mains. C'est une classe parasitaire, anachronique et irresponsable. Et la guerre sociale qu'elle nous mène se poursuivra après les élections. Alors saisissons-nous de cette élection pour dénoncer la dictature de la bourgeoisie, pour mettre en avant nos intérêts de classe et pour affirmer notre conscience d'avoir à nous battre pour les imposer. Dans cette campagne, rien ne s'est passé comme prévu. Et à 4 jours du scrutin, personne ne peut prédire quel sera le duel du second tour. Alors oui, c'est assez inédit, mais en même temps, on retombe dans la bonne vieille comédie électorale. C'est l'éternel recommencement. Chacun brandit son programme, promet de refaire partir l'économie, et tous, évidemment, de parler au nom du peuple. Et ils savent y faire. Chacun feint la colère face au chômage. Tous ont un petit mot pour les smicards, pour les femmes, pour les retraités, pour les personnes handicapées, les agriculteurs, les commerçants, les jeunes. Mais combien d'élections y a-t-il eu? Combien de présidents et de majorités gouvernementales différentes? Combien de fois les mêmes? Ou leurs partis nous ont-ils fait les mêmes promesses pour les trahir une fois arrivés au pouvoir? On pourrait essayer tous les prétendants à l'Élysée, les tester les uns après les autres. Bien sûr, leur exercice du pouvoir serait différent, mais sur le plan social, ce serait exactement la même chose, car même les plus attentionnés vis-à-vis des classes populaires ne veulent rien changer à l'ordre social et à notre condition d'exploiter. Ils aspirent tous à gouverner dans le cadre de cette économie capitaliste, en acceptant la dictature de la grande bourgeoisie, cette dictature qu'elle impose sur l'économie et sur la vie de millions de travailleurs. Vous connaissez sûrement l'expression qui était très populaire en 1968. La dictature, c'est ferme ta gueule, et la démocratie, c'est cause toujours. Eh bien, c'est exactement cela, car les grands candidats nous amusent avec leurs programmes électoraux qui sont chiffrés, il y a un calendrier, mais les programmes qui seront réellement appliqués sont ceux qui sont décidés en ce moment, dans le secret des conseils d'administration des grandes entreprises et des banques, et il n'y aura pas de vote organisé sur ces programmes qui nous touchent en premier lieu. On nous parle de démocratie, mais les vrais maîtres de l'économie et de la société, ce sont les Peugeot, les Bouygues, les Arnault, les Dassault, les Mullier, et il n'y a pas d'élection pour contester leurs décisions ou pour renverser ces rois des temps modernes. Alors j'appelle les travailleurs à ne pas marcher dans le jeu truqué de cette élection. Utilisons notre bulletin de vote pour lever le drapeau de la conscience de classe et des luttes collectives. Avec Macron, Fillon, Le Pen, Hamon et Mélenchon, on a droit à toute une palette de partis. Du plus libéral au plus étatiste, du plus xénophobe au plus tolérant. Aucun d'eux ne représente les intérêts des travailleurs, et il faut le dire. Pour Fillon, les choses sont assez claires. Lui-même revendique être le serviteur dévoué de la bourgeoisie, et puis il lui ressemble, comme 2 gouttes d'eau. Vous savez d'ailleurs que malgré toutes ces casseroles, et malgré sa mise en examen, Fillon reste le candidat préféré des riches. Bon, il faut dire qu'en matière de passe-droit et de privilèges, il joue en seconde division, comparé à la grande bourgeoisie.
Et c'est surtout qu'il affiche le programme rêvé du grand patronat. La fin des 35 heures, la suppression de 500 000 postes de fonctionnaires, la retraite à 65 ans, plus d'impôts pour les pauvres, moins pour les riches. Alors il est certain que si Fillon était élu sur la base de ce programme, eh bien oui, cela faciliterait grandement les attaques du grand patronat. Mais ce dernier s'accommoderait aussi tout à fait d'un Macron. Et pour cause. Le peu de temps qu'il a été au pouvoir, 2 ans, Macron est parvenu à attacher son nom à 2 lois anti-ouvrières. La loi Macron, qui a étendu le travail du dimanche, et la loi El Khomri, qui l'aurait voulu encore plus dur. Macron, qui a été banquier chez Rothschild et a gagné 3 millions, 1 million par an, pour jouer l'intermédiaire entre des requins de la finance, se dit fier d'avoir, à la différence des autres candidats, une vraie expérience professionnelle. Comme si cela lui donnait une idée concrète de la vie de l'écrasante majorité de la population. Macron regarde la société de sa fenêtre de bourgeois. Et que dit-il à la jeunesse? Créez votre activité, devenez auto-entrepreneur. Résultat, vous livrerez des pizzas comme les jeunes d'il y a 30 ans, mais au lieu d'être en scooter, eh bien vous serez à vélo. Et si vous avez un accident, vous n'aurez même pas de couverture sociale parce que vous n'êtes pas salarié. Ou au lieu d'être chauffeur de taxi, vous êtes chauffeur Uber. Au lieu d'être manutentionnaire chez Carrefour, vous l'êtes chez Amazon, mais vous alignez autant d'heures, voire plus, et vous êtes aussi mal payé. Alors bien sûr, Macron joue la carte de la nouveauté, mais il est l'enfant caché de Hollande et de Sarkozy, fiancés à Bayrou. Bref, Macron sait comment faire du neuf, mais avec du vieux, il n'y a sûrement pas à tomber dans le panneau. Le Pen se prétend la candidate du peuple, mais elle appartient au même monde que Fillon ou Macron, celui des riches qui usent de tous les moyens pour accroître leur fortune. Elle a même transformé son activité politique en petite entreprise familiale prospère. La seule chose qui la distingue, c'est qu'elle a toujours été écartée de la mangeoire gouvernementale. Mais elle prévoit, elle aussi, des suppressions d'emplois dans la fonction publique et des cadeaux au patronat. La différence, c'est qu'elle essaye de cacher son jeu en brandissant la retraite à 60 ans et 80 € de prime pour augmenter les plus bas revenus. Mais où veut-elle prendre l'argent? Sur ce que coûterait l'immigration. Elle veut s'attaquer aux migrants qui fuient la guerre ou une dictature féroce, ou encore à des travailleurs, parfois ici depuis 5 ou 10 ans, en voulant taxer leur contrat de travail ou en imposant qu'ils payent pour leur couverture sociale ou pour l'éducation de leurs enfants. C'est abject. Elle s'en prend, quand elle parle de l'immigration, à des travailleurs, aux ouvriers qui travaillent dur sur les chaînes de montage, dans le bâtiment, l'hôtellerie, dans le nettoyage. Elle s'en prend à des ouvriers, à des intérimaires, et elle brandit exactement la même politique que celle du patronat qui consiste à diviser pour mieux régner. Le Pen est une démagogue qui se sert des préjugés racistes et de la xénophobie et qui les alimente pour ne pas dénoncer les véritables responsables du recul de la condition ouvrière. À l'image de ses idoles, le milliardaire président Donald Trump et Poutine, le grand chef de l'oligarchie russe, elle veut servir les capitalistes et les banquiers. Et plus elle s'approche du pouvoir, plus elle leur fait des œillades. Alors elle se dit anti-système, mais la réalité, c'est qu'elle est la dernière roue de secours de la grande bourgeoisie. Travailleurs français immigrés, même patron, même combat, tout à fait d'accord. Et si Le Pen parvenait au pouvoir, eh bien elle mènerait sur le plan social la même politique anti-ouvrière que les autres, en étant encore plus dure avec les étrangers et plus autoritaire avec tout le monde. Et il suffit de voir sa haine des syndicats ouvriers et des travailleurs qui se battent pour le comprendre. Certains, autour de nous, disent vouloir donner un coup de pied dans la fourmilière. C'était déjà, en votant donc pour Le Pen, c'était déjà se tirer une balle dans le pied. Mais on n'en est plus là. Aujourd'hui, voter
au premier tour pour Le Pen, c'est prendre le risque de l'installer au pouvoir, et c'est l'ensemble du monde du travail qui le paiera cher. Alors, aux copains de boulot, aux voisins, à celui qui regarde vers Le Pen, il faut dire « laisse ce vote aux bourgeois qui ne supportent pas la vue d'un centre pour SDF, laisse ce vote aux nostalgiques de l'Algérie française, à la manif pour tous, laisse ce vote aux nasillons mal vieillis, aux policiers racistes qui cognent sur ceux qui sont noirs en plus d'être pauvres. Ne vote pas contre les immigrés qui sont nos frères de classe, vote pour tes intérêts, vote pour ton camp, vote pour le camp des travailleurs. » À gauche, bien sûr, on entend une toute autre musique. Hamon et Mélenchon ont repris la ritournelle de tous les candidats socialistes à la présidentielle. Faire rêver, réenchanter l'avenir. Mais c'est Mélenchon, son langage et ses coups de colère qui font mouche parmi les déçus du Parti socialiste. Et le fait que le Parti communiste ait fini par le choisir lui donne une base militante dans les classes populaires. Mélenchon promet de revenir à la retraite à 60 ans, de réduire le chômage, de porter le SMIC à 1 300 € net et d'augmenter les petites retraites. Mais attention, comme il se veut responsable, il assure que ces mesures ne coûteront rien au patronat. Et pour compenser, il a d'ailleurs prévu la baisse de l'impôt sur les bénéfices, qui passerait de 33% à 25%, et surtout, il promet de relancer l'économie. Pour Mélenchon, s'il y a 6 millions de chômeurs, si le niveau de vie des classes populaires s'effondre, c'est parce que depuis 15 ans, il n'y a que des mauvais pilotes au sommet de l'État, mais avec lui, tout va changer. Grâce à sa politique, le capitalisme sortira de la crise dans laquelle il s'enfonce, et les capitalistes cesseront d'orienter tous les capitaux vers la finance. Eh bien, c'est semer de graves illusions sur ce qu'est le capitalisme. Quelles que soient les politiques publiques, que l'on sorte ou pas de l'Union européenne, l'avidité et la dictature de la grande bourgeoisie sur les travailleurs et sur l'économie ne disparaîtront pas d'un coup de baguette magique. Jean-Luc Mélenchon se pose en anti-système parce qu'il parle de 6e République. Mais prétendre redonner le pouvoir au peuple sans l'enlever des mains des vrais maîtres de la société, que sont les capitalistes, cela relève d'un tour de passe-passe. Les régimes se sont succédés, mais l'appareil d'État, lui, s'est maintenu, avec souvent les mêmes hommes aux postes clés, intimement liés aux plus riches. Et les grandes familles bourgeoises ont traversé tous les régimes en s'adaptant et en ne cessant jamais de s'enrichir. Prenez le groupe Lafarge. Il a fait des affaires sous tous les régimes depuis plus d'un siècle. Il a prospéré sous la 3e République, sous la 4e, la 5e République. Il a participé à la construction du mur de l'Atlantique sous Pétain et Hitler. Et on a appris récemment qu'il a poursuivi ses affaires en Syrie sous Daesh. Et hier encore, il était candidat pour construire le mur de Trump entre le Mexique et les États-Unis. Autant dire que ce n'est pas une 6e République qui l'arrêtera dans sa rapacité. Et puis, parce que Jean-Luc Mélenchon, encore une fois, ne veut pas être accusé de laxisme, il tient sur l'immigration des propos plus qu'ambigus. D'un côté, pour ne pas heurter une partie de ses électeurs, il promet de donner des papiers à ceux qui ont un contrat de travail. Mais juste après, il n'hésite pas à affirmer, je le cite, qu'il n'y a pas moyen d'occuper tout le monde, et il justifie donc l'expulsion de ceux qui n'ont ni papier ni contrat de travail, car, dit-il, c'est la loi et je ne sais pas quoi en faire. Eh bien, l'emballage se veut peut-être plus présentable, mais c'est ce que l'on entend du côté de Le Pen. Eh bien, ce n'est pas ainsi que l'on pourra combattre son influence dans les classes populaires. Il faut le dire clairement. Non, il n'y a pas de problème d'immigration. Il y a le problème d'une minorité qui accapare les fruits des richesses que nous produisons tous collectivement. Selon les derniers sondages, Mélenchon aurait une chance d'accéder au second tour, du moins l'espère-t-il. Mais même s'il était élu,
il n'y aurait aucune raison de lui faire plus confiance qu'à Hollande. Car il serait comme Hollande, confronté au mur de l'argent, au grand patronat, aux banques et aux marchés financiers. Léon Blum, en 1936, avouait déjà s'être soumis au mur de l'argent. Mais à chaque fois, les socialistes feignent de le redécouvrir une fois arrivés au pouvoir. C'est aussi ce qui s'est passé en Grèce, où Tsipras, élu pour tenter de résister aux créanciers, a capitulé et applique désormais la politique d'austérité qu'il dénonçait hier. Et Mélenchon ne ferait pas mieux, parce que le grand capital ne se paye pas de discours. Il veut être payé en espèces sonnantes et trébuchantes. Il n'obéit qu'à la loi du marché capitaliste et on ne peut le faire reculer qu'en lui opposant la force sociale que représente le monde du travail mobilisé. Alors, si Mélenchon arrivait au pouvoir, rien ne tomberait d'en haut. Il faudrait aussi se battre. Et l'essentiel, c'est qu'il y ait des femmes et des hommes pour le dire aujourd'hui, qu'il y ait des femmes et des hommes pour préparer ces mobilisations qui seront nécessaires. Et c'est la raison pour laquelle il faut, dès le premier tour, faire entendre le camp des travailleurs et lever le drapeau des luttes collectives. Dans le cadre de cette compétition électorale, les principaux candidats s'opposent, mais ils partagent le même parti pris fondamental. Ils sont convaincus que sans les capitalistes, il n'y a pas de croissance, pas de prospérité, pas d'emploi, pas de vie économique. Leur politique consiste donc à faire la politique qui convient à ces capitalistes. Eh bien, j'appelle les travailleurs à affirmer exactement l'inverse. J'appelle les travailleurs à dire que ce sont eux qui sont indispensables à la société et à l'économie. La bourgeoisie n'est rien sans nous, les travailleurs. Les Arnaud, les Drahi, les Bettencourt ne seraient rien sans les centaines de milliers de salariés qui travaillent dans leurs usines et leurs bureaux. Ils ne seraient rien sans leurs comptables, leurs chauffeurs, leurs femmes de ménage et leurs majordomes. Même pour se faire à manger, ils ont besoin de nous. Alors oui, ensemble, nous faisons tourner toute la société. Nous produisons toutes les richesses, y compris les super profits qui sont encaissés par une minorité, y compris les produits de luxe qui sont réservés aux plus riches. Les progrès des transports, de la médecine, toutes les prouesses techniques, c'est nous. Alors oui, nous sommes indispensables à la bonne marche de l'économie et de la société. Eh bien, il faut que nous l'affirmions et que cela soit notre boussole politique. Nous sommes 1000 fois plus légitimes à mettre en avant nos revendications que cette classe minoritaire et parasite. Nos intérêts, nos emplois, nos salaires, nos retraites, nos conditions de travail et de vie doivent passer avant les parachutes dorés des PDG, avant les dividendes des actionnaires, avant les fortunes de la minorité capitaliste. Si l'on veut que le camp des travailleurs se renforce, qu'il soit visible, y compris par tous ceux qui sont écœurés de la politique, comme par ceux qui veulent voter pour le Front National, eh bien, il faut qu'ils se manifestent dans cette élection. Il faut que les travailleurs mettent en avant leurs intérêts, leur politique, leur programme. Le premier point de ce programme, c'est d'éradiquer le chômage. Le patronat et à sa suite, tous les politiciens prétendent qu'on ne peut pas garantir les emplois, qu'il leur faut de la flexibilité. Eh bien, nous, travailleurs, nous devons affirmer qu'on ne peut pas vivre sans travail et que notre vie ne peut pas dépendre des aléas de leur carnet de commandes. Nous ne sommes pas des machines que l'on peut brancher et débrancher. Nous avons une vie, une famille. Les loyers, les factures tombent tous les mois, même quand on a perdu son boulot. Il faut remplir l'estomac des enfants. Alors il faut que tout le monde ait un travail et un salaire. La première mesure de bon sens est d'interdire les licenciements et les plans de suppression d'emplois, à commencer par les entreprises qui font des bénéfices. On me répond souvent que c'est une contrainte intenable. Rendez-vous compte de la contrainte. Whirlpool ferme une usine à Amiens pour produire moins cher en Pologne et licencie 290 salariés. Maintenir ces emplois
lui coûterait moins de 2% de son bénéfice annuel et ce serait une poussière dans le chiffre d'affaires de cette multinationale de 21 milliards. Et on peut faire le même calcul pour Orange, pour la BNP, pour SFR, pour PSA, pour toutes ces multinationales de la pharmacie ou des assurances, parce que c'est la même chose. Tous ces grands groupes sont prospères et continuent de supprimer des emplois. Ils comptent donc parmi les plus grands fabricants de chômeurs. Et puis, on m'oppose en permanence les petites entreprises et les PME. Mais il ne faut pas être dupe. La grande majorité sont des extensions des grands groupes créés artificiellement par le biais de l'externalisation et de la sous-traitance pour diviser les travailleurs et pour que les grands groupes se déchargent de leurs responsabilités sur des patrons plus petits. Eh bien, il n'y a aucune raison d'accepter d'être licencié parce qu'on travaille dans une petite entreprise de nettoyage, de maintenance ou d'ingénierie. Quant aux petites entreprises et aux artisans, ce qui les étrangle, ce ne sont pas les salaires qu'elles versent, ce sont les banques et les donneurs d'ordre. Alors oui, interdiction des licenciements et que les groupes capitalistes payent pour préserver les emplois, y compris dans les petites entreprises qu'ils étranglent. Parallèlement, bien sûr, il faut aussi créer des millions d'emplois pour les jeunes qui arrivent sur le marché du travail, pour tous ceux qui n'ont droit depuis des années qu'à quelques heures de boulot ici et là, et pour tous ceux qui sont rejetés de la production parce qu'ils sont invalides ou handicapés. C'est possible en imposant que le travail soit réparti entre tous, et ce serait une mesure salutaire pour l'ensemble du monde du travail. Parce que dans presque toutes les entreprises, dans le privé comme dans le public, la charge de travail a été alourdie. Les horaires de travail, auxquels il faut rajouter le temps de transport, sont devenus insoutenables. Eh bien, il faut soulager ceux qui ont un emploi en diminuant leur temps de travail et en créant des emplois, de vrais emplois, avec un salaire complet. Et puis, regardez les services publics. Prenez les hôpitaux. Est-ce qu'il y a trop de personnel ? Est-ce qu'il y a trop d'enseignants dans les écoles ? Trop de bras dans les maisons de retraite ? On le voit dans toutes les régions, au nombre de trains annulés. Il manque des milliers de cheminots à la SNCF. Il manque des postiers dans les bureaux des quartiers populaires, des centaines de crèches. Alors que l'on ne nous fasse pas croire qu'il n'y a plus de travail. Oui, il faut créer des emplois et se répartir le travail. Cela nécessite d'imposer nos intérêts contre le grand patronat et contre l'État. Et nous ne pourrons le faire qu'au travers d'une mobilisation déterminée et en étant prêts à mener le combat jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à l'expropriation et jusqu'à la réquisition de tous ces grands groupes qui dominent aujourd'hui l'économie. À côté de cela, il faut augmenter les salaires et les pensions de retraite. Les candidats susceptibles d'accéder à l'Élysée nous expliquent qu'il est impossible pour les entreprises d'augmenter le SMIC parce que cela leur poserait des difficultés. Ils raisonnent tous du point de vue du patronat. Pas un ne se demande comment on arrive à boucler les fins de mois quand on gagne 1 150 € par mois et moins quand on est à temps partiel ou au RSA. Pour tous ces gens-là, la priorité, ce sont les affaires et la prospérité du patronat, le CAC 40. Il faut d'abord que ça aille bien de ce côté-là, que le grand patronat soit comblé, et ensuite, peut-être qu'un jour, ces messieurs-dames se pencheront sur le sort des travailleurs. Eh bien, on peut toujours attendre. Alors, dans cette élection, j'appelle les travailleurs à reprendre la revendication de 1 800 € par mois pour le SMIC, mise en avant par certaines fédérations de la CGT. Mais nous parlons de 1 800 € net. Parce que ce qui compte, c'est l'argent qui rentre dans nos poches. Je sais que cette mesure choque nombre de journalistes. À l'un d'eux, j'ai demandé combien il lui fallait pour vivre. Ce n'était pas du tout méchant, enfin il l'a mal pris, il ne m'a pas répondu. Je voulais juste l'inviter à faire ses comptes. Parce que nous, nos comptes, nous les faisons tous les jours.
et on mesure ce qu'il nous manque pour vivre sans l'angoisse du lendemain. Je sais aussi que pour ceux qui galèrent avec 900 ou 1000 euros par mois, ces 1800 euros nets peuvent apparaître comme le bout du monde. Mais c'est bien parce qu'ils nous forcent à vivre avec tout juste le nécessaire et parce qu'ils nous y habituent. Parce que 1800 euros nets par mois, c'est ce qu'il faut pour se chauffer correctement, pour se payer une bonne mutuelle, pour pouvoir réparer la voiture quand elle tombe en panne ou pour payer des études à ses enfants. Et 1800 euros nets, c'est le minimum nécessaire pour tous, pour les salariés comme pour ceux qui aujourd'hui vivent d'une pension. Et puis, dans une société normalement constituée, je l'ai déjà dit, tout le monde devrait pouvoir être intégré à une activité utile, c'est-à-dire avoir un emploi, y compris ceux qui souffrent d'un handicap ou d'une invalidité. Alors le minimum, c'est de revendiquer que tous les minima sociaux, tels que le RSA ou l'allocation adulte handicapé, soient aussi alignés sur ces 1800 euros nets par mois. Et bien sûr, il faut que ces augmentations suivent le coût de la vie. On nous dit qu'il n'y a plus d'inflation, mais il suffit de comparer sa taxe d'habitation, sa facture d'électricité ou d'assurance pour voir que les prix augmentent. Alors ce qui compte, c'est que nos salaires et nos pensions soient indexés sur le coût de la vie, sur le coût de la vraie vie et pas sur les indices officiels manipulés par le gouvernement. On me dit que tout cela, c'est de l'utopie. Mais dans notre société, gagner 45 000 euros par jour, y compris samedi, dimanche et fête, comme Carlos Ghosn, le PDG de Renault-Nissan, ce n'est pas l'utopie. Ça, c'est normal. Toucher plus d'1 million d'euros par semaine quand on s'appelle Bettencourt, c'est aussi normal. Alors, quand tous ces gens-là nous parlent d'utopie, c'est qu'ils défendent leurs privilèges, c'est qu'ils défendent leur parasitisme, le parasitisme de leur classe sociale. S'il y a une utopie dans toute cette affaire, c'est de croire que ces augmentations de salaire seront données par un président de la République. La réalité, c'est qu'il faudra l'arracher par nos luttes et que cela dépendra de notre détermination. Alors oui, affirmons qu'il nous faut des augmentations de salaire et que 1800 euros nets par mois, c'est le minimum qu'il nous faut. La bourgeoisie a érigé le mensonge et l'opacité en art de gouverner. Et elle en fait une arme pour imposer sa politique. Eh bien, nous devons revendiquer la levée du secret des affaires. Je vais prendre un exemple ici, que Eric connaît mieux que moi, avec Toyota. Eh bien, la direction du groupe Toyota a affiché des profits records ces dernières années. Et cette année encore, elle s'apprête à annoncer environ 15 milliards d'euros de bénéfices. Tu me diras si je me trompe. 15 milliards d'euros de bénéfices. Mais l'usine d'Onin est mise en déficit artificiellement depuis déjà plusieurs années parce qu'elle achète les pièces détachées à d'autres entités Toyota au-dessus de leur prix et parce qu'elle revend à Toyota Europe les véhicules qu'elle fabrique en dessous de leur prix de revient. Par ce tour de passe-passe, la direction peut maintenir la pression sur les ouvriers en leur faisant croire qu'ils ne sont pas rentables et sont menacés de perdre leur emploi s'ils n'acceptent pas de nouveaux sacrifices. Alors, ce n'est qu'un exemple. Vous en trouverez d'autres de partout dans les entreprises, là où vous travaillez. Cela montre la nécessité qu'il y a à imposer la transparence sur les décisions et sur les comptabilités des entreprises. Parce qu'on verrait alors les véritables circuits de l'argent. On verrait ce que l'entreprise verse réellement en salaire, ce qu'elle économise du fait des multiples exonérations de cotisations sociales, des niches fiscales, ce qu'elle verse en dividendes à ses actionnaires, ce qu'elle met en provision pour acheter d'autres entreprises ou même pour licencier. Oui, il faut que l'on puisse aussi connaître les conditions qui sont faites aux sous-traitants, les marges que les uns imposent aux autres, y compris les dessous de table.
Et puis, on nous explique que la raison d'être de cette classe capitaliste est d'investir. Eh bien, que l'on regarde aussi combien va à la recherche, combien va à la formation et à l'investissement. Parce qu'en réalité, même cette fonction d'investir, la bourgeoisie ne la remplit plus parce qu'elle a trouvé plus profitable pour s'enrichir, c'est de spéculer. Alors, plus qu'un droit au contrôle, il faudrait parler de devoir civique. Parce que c'est la seule façon de dénoncer et d'empêcher les crimes patronaux. Du scandale de l'amiante au Dieselgate, en passant par le Mediator des laboratoires Servier et la Dépakine de Sanofi, eh bien on a la preuve que le grand patronat n'a aucun scrupule à nous empoisonner. Et je pense aussi à ce qui s'est passé avec des centaines de milliers de travailleurs qui ont manipulé l'amiante pendant des années et qui aujourd'hui sont malades. Alors oui, il faut savoir ce qui se passe dans les entreprises. Et les salariés sont aux premières loges pour cela. Pas un courrier, même secret, n'échappe à l'assistante du PDG, parce qu'elle le prépare et parce qu'elle l'envoie. Et collectivement, en rassemblant toutes ces informations parcellaires, eh bien, les salariés peuvent avoir le contrôle sur toutes les décisions et sur l'argent qui circule dans l'entreprise. Les patrons le savent et ils le craignent. C'est pour cela qu'ils imposent le secret professionnel aux salariés. Eh bien, il faut donner la possibilité à tous les salariés de se transformer en lanceurs d'alerte sans craindre d'être placardisés ou licenciés. Oui, il faudrait supprimer le secret des affaires. Et cette mesure, eh bien, elle modifierait le rapport de force entre le patronat et les travailleurs en nous donnant de nouvelles armes. Parce qu'il en serait fini du chantage patronal, il en serait fini des rumeurs, des fausses informations. Nous saurions à quoi nous en tenir, on pourrait anticiper, nous organiser face aux attaques patronales et même prendre l'initiative pour les empêcher de nuire. Alors voilà notre programme. Ce n'est pas comme les autres candidats, un catalogue de promesses numérotées qui seront aussi vite bafouées qu'elles ont été inventées. C'est un programme qui découle de nos besoins. Et les objectifs que nous mettons en avant n'ont rien à voir avec des promesses électorales. Ce sont des objectifs de lutte qui ne pourront être imposés qu'au travers d'une levée en masse du monde ouvrier, au travers d'un bras de fer qui amènera forcément les travailleurs à contester la propriété privée de la bourgeoisie sur les moyens de production. Nos adversaires ne s'y trompent pas et ils hurlent aux mots d'expropriation et de réquisition. Eh bien oui, il faut remettre en cause la propriété privée sur ces grands moyens de production. Il faut contester la propriété privée de la bourgeoisie qui s'est édifiée sur la sueur de générations de travailleurs et qui continue de s'accroître au travers de notre exploitation. Oui, je suis communiste et je suis candidate aussi pour dire qu'il faut retirer à cette infime minorité immensément riche le pouvoir de maintenir dans l'esclavage salarial l'écrasante majorité de la population. Je sais que certains, dans le monde du travail, ne se sentent pas exploités, parce qu'ils font un travail intéressant, dans lequel ils s'épanouissent, parce qu'ils sont bien payés et qu'ils croient avoir tiré leur épingle du jeu. Mais s'ils échappent à l'exploitation la plus brutale, ils n'échappent pas au pourrissement de la société. Ils n'échappent pas à la montée des idées réactionnaires, au racisme, à la xénophobie, à la montée du nationalisme. Il n'échappe pas à la barbarie de la société. Même celui qui sort de son logement confortable du 16e arrondissement de Paris, eh bien, il doit enjamber le SDF qui dort entre deux portes. Il se retrouve dans le métro, s'il prend le métro, mais ça leur arrive des fois, et il se retrouve serré comme une sardine quand il n'est pas pris de panique à la menace d'une alerte à la bombe. Et comment envisager paisiblement l'avenir quand on voit ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient, quand on voit le sort réservé aux réfugiés qui sont forcés de risquer leur vie en Méditerranée, puis emprisonnés dans des camps infects. Et puis, on a déjà l'écho ici
de cette barbarie, avec le terrorisme. Et qui peut affirmer que les rodomontades de Trump, qui montre ses muscles en larguant des bombes géantes sur l'Afghanistan ou en envoyant ses cuirassés au large de la Corée du Nord, ne finiront pas par se transformer en guerre mondiale? La réalité, c'est que l'on est tous dans la même galère. Les voyageurs du Titanic qui étaient en première classe pouvaient peut-être se croire privilégiés comparés à ceux de troisième classe, mais ils ont sombré comme les autres. Alors la question qui se pose à nous, ce n'est pas une question individuelle, c'est la question de savoir où va notre société. Crise économique, crise des réfugiés, crise écologique, guerre. Les dirigeants de notre planète ne maîtrisent absolument rien. Même sur le plan écologique, tous les politiciens prétendent vouloir protéger la planète. Mais regardez comment les différents gouvernements sont incapables d'empêcher les catastrophes qu'ils ont pourtant eux-mêmes annoncées. Pourquoi? Parce qu'ils laissent toujours le dernier mot au groupe capitaliste. Et ils se vouent ainsi à l'impuissance. Le capitalisme est une menace pour l'humanité elle-même. Quand je me suis engagée à 18 ans, je ne supportais pas de voir l'Afrique ravagée par la famine dans une société d'abondance. Aujourd'hui, plus d'un quart de siècle plus tard, dans l'Est de l'Afrique, 20 millions de personnes sont entre la vie et la mort, faute d'eau, faute de nourriture. Et à côté de cela, le secteur du luxe, les ventes d'armes prospèrent. Cette société est aveugle parce qu'elle est dominée par de grands groupes capitalistes qui ravagent la planète, autant par leur rapacité que par leur rivalité. Et la seule force sociale capable de combattre la classe capitaliste dominante est là. Ce sont les exploités du monde entier. Ils n'ont jamais été aussi nombreux, parce que la classe ouvrière internationale n'a jamais été aussi présente partout sur la planète. Mais aujourd'hui, il manque à cette classe ouvrière l'ambition consciente d'avoir à transformer la société en expropriant la bourgeoisie. Mais le capitalisme est au bout du rouleau. Pourtant, il ne quittera pas la scène de lui-même. Et on ne peut pas attendre les bras croisés qu'une nouvelle société émerge. Le remplacement du capitalisme par une économie rationnelle, collective et démocratiquement planifiée ne pourra être qu'un acte conscient et délibéré de centaines de millions d'opprimés. Et il dépend de nous, et en particulier des jeunes, d'en maintenir vivante la perspective. Et cette perspective va de pair avec l'internationalisme. Le fait est que l'humanité n'a jamais été autant mélangée et proche, parce qu'en même temps qu'il nous oppose, le capitalisme nous relie comme jamais. Aujourd'hui, les crises économiques du capitalisme se répandent à la vitesse de la lumière, au sens propre du terme. Et un nouvel effondrement boursier à Wall Street, et c'est l'humanité entière qui plongera dans le marasme économique. Ce destin commun à tous les exploités est un fait irréversible. Mais il leur manque la conscience d'appartenir à une seule et même classe internationale. Parce que, je l'ai déjà dit, le capitalisme pousse à la concurrence et il cherche à dresser les travailleurs les uns contre les autres. Et quand aucune frontière nationale ne nous sépare, eh bien, il utilise les différences de sexe, d'origine, de couleur de peau, pour implanter des frontières dans nos têtes et pour exacerber le racisme, la xénophobie et le communautarisme. Alors il faut des jeunes, il faut des femmes et des hommes qui aient la volonté d'abattre toutes ces frontières et qui soient fiers d'affirmer « Mon pays, c'est la terre, ma patrie, c'est l'humanité ». Pour changer la société, la classe ouvrière aura bien des combats à mener, des petits et des grands. C'est dans le combat pour ses intérêts vitaux qu'elle forgera la conscience de son rôle historique. Et pour cela, les luttes sociales, les grèves, les mouvements sociaux sont les combats qui comptent le plus. Mais le moindre débrayage, la moindre grève se prépare d'abord dans les têtes. La moindre lutte se prépare bien avant dans les esprits. On pèse le pour, le contre. On réunit son courage.
Mais on ne peut pas gagner sans être sûr de ses intérêts, sans comprendre où sont nos ennemis, nos faux amis, et tout cela se forge dans le combat des idées, dans le combat politique. Alors il faut s'adresser aujourd'hui, dans cette campagne, à tous ceux qui regrettent le recul de la conscience ouvrière. Il faut les convaincre d'affirmer leur propre conscience de classe dans cette élection. Oui, le monde ouvrier a besoin de repères politiques et d'une boussole. Eh bien, il faut que cette élection soit l'occasion de les mettre en avant. J'appelle les travailleurs qui sont d'accord avec ce programme à voter pour ma candidature. Je les appelle à faire un vote de classe et de combativité. Bien sûr, voter, ce n'est pas encore agir et se battre réellement. Mais quand on a cette révolte, quand on a cette conscience, il faut l'exprimer de façon à ce qu'elle devienne une expression collective. Nous n'avons pas encore de parti à opposer à la bourgeoisie. En tout cas, pas de parti capable de mener le combat politique à armes égales avec tous les partis bourgeois. C'est tout le problème. Si les conditions d'existence des travailleurs reculent, s'ils sont désorientés, si la confusion règne dans bien des esprits, c'est qu'il n'y a plus de parti ouvrier digne de ce nom depuis longtemps. Eh bien, le vote pour ma candidature permettra, le temps d'une élection, de faire apparaître les travailleurs comme un camp politique. Et il faut qu'ils se maintiennent après l'élection. Parce que nous n'avons pas seulement besoin d'exprimer nos intérêts à un moment donné, nous avons besoin de mener le combat tous les jours, au quotidien, dans les entreprises, en permanence, contre la politique anti-ouvrière relayée par tous les gouvernements qui se succèdent. Et cela, c'est le rôle d'un parti. Il faut un parti qui affirme que la société est divisée en deux classes, aux intérêts inconciliables, et que nous devons nous battre en ne comptant que sur nos forces pour défendre notre droit à l'existence. Il faut un parti qui affirme que les travailleurs peuvent très bien se passer du grand capital parce que ce sont eux qui font tout fonctionner dans la société. Alors voter, ce n'est pas encore construire un parti, mais c'est déjà rassembler de façon ponctuelle derrière un drapeau et d'élection en élection, de mouvements de grève en manifestation, eh bien tout cela participe de la construction du parti. Alors votez et entraînez les gens autour de vous pour faire entendre le camp des travailleurs et aidez-nous à construire ce parti qui manque aujourd'hui tant à la classe ouvrière. J'appelle tous ceux qui partagent ces idées à voter pour ma candidature sans craindre d'être minoritaires ou à contre-courant. Bien sûr, nous sommes à contre-courant. Non seulement parce que la crise pousse dans un sens toujours plus réactionnaire et barbare, mais aussi pour une raison plus profonde, qui est liée à notre condition d'exploiter. Les travailleurs n'ont pas confiance dans leur force collective. Et plus fondamentalement, ils n'imaginent pas s'ériger en classe dirigeante. L'idée que les travailleurs peuvent peser par en bas, en s'organisant et en prenant eux-mêmes des décisions, est une idée bien en avance sur la conscience de la majorité des travailleurs. S'ils savent que le véritable pouvoir n'est pas à l'Élysée, mais dans les conseils d'administration des grandes sociétés, toute la hiérarchie sociale cherche à les convaincre que cet ordre est immuable et qu'on ne peut pas le changer. Alors oui, aujourd'hui, la majorité des travailleurs ne voit pas d'autre façon de diriger le pays que de s'en remettre à une classe politicienne, dont on voit pourtant tous les jours qu'elle est pourrie. Oui, ils sont piégés par ce jeu électoraliste. Et c'est de cela que Le Pen profite. On les a tous essayés sauf elle, entend-on. C'est l'expression de la désorientation. Et plus fondamentalement, c'est l'expression de la résignation et de la passivité politique. Alors, le sens de notre combat, c'est de conforter la conscience de classe et de dire aux travailleurs qu'ils doivent avoir confiance dans la force collective qu'ils représentent, qu'ils doivent avoir confiance dans leur capacité. C'est dans le feu de l'action, c'est dans l'expérience de leur force que les travailleurs découvriront cela. Et c'est là, dans ces situations d'explosion sociale, que la présence de femmes et d'hommes qui ont pris conscience de leurs intérêts, justement dans les combats électoraux, est déterminante. En 2012, j'ai réalisé 0,56% des voix. Il faut bien sûr essayer d'en gagner
de nouvelles. Mais il faut avoir à l'esprit que si dans les urnes, 200 000 ou 300 000 voix pèsent peu face aux millions d'électeurs, dans les mouvements sociaux, il en va tout autrement. 200 ou 300 000 femmes et hommes conscients de leurs intérêts et agissant quand la combativité des travailleurs se réveille, eh bien oui, cela peut changer bien des choses. Alors, une par une, gagnons de nouvelles voix pour renforcer notre camp. La réussite de notre campagne ne se mesurera pas au score que je ferai. Le nombre de voix qui se portera sur ma candidature sera bien inférieur au nombre de femmes et d'hommes que nous avons touchés et confortés dans leurs convictions. Pourquoi ? Parce que le vote est pollué et déformé par les considérations électoralistes. Combien de travailleurs nous expliquent que tout en se méfiant de Macron, ils voteront pour lui au premier tour pour éviter un duel Fillon-Le Pen. Et ils sont encore plus nombreux à se préparer à voter Mélenchon, quand bien même ils sont convaincus qu'il n'y a pas de sauveur suprême. Tout cela au nom du moins pire. Tout cela en se disant « on ne sait jamais, cela ne coûte rien ». Ce n'est pas vrai. Parce qu'on ne sort jamais indemne d'avoir marché dans des illusions. Et on le mesure aujourd'hui, dans le désarroi et la démoralisation qu'ont causé dans les classes populaires et dans les milieux militants les reniements de la gauche gouvernementale. Alors, même si nos arguments pèsent peu face à la pression de ce vote utile et face aux réflexes électoralistes, eh bien, il faut continuer de dire ce que nous avons à dire. Il faut que ce soit entendu du plus grand nombre parce que la réalité nous donnera raison. Alors oui, nous devons mesurer la réussite de notre campagne au nombre de discussions que nous avons eues, aux possibilités que nous avons eues d'expliquer la situation, de dénoncer ces comédiens qui se bousculent pour l'Élysée, et la possibilité de faire comprendre que l'essentiel, c'est de regarder la classe capitaliste qui tire les ficelles, car c'est contre elle qu'il va falloir que les travailleurs se battent aussi. Nous sommes minoritaires, mais nous sommes reconnus par les nôtres, comme faisant partie de leur camp. Nous sommes reconnus comme des femmes et des hommes sur qui ils pourront compter quand ils décideront de se battre, et cela comptera pour l'avenir. Et puis, pour finir, je le redis à ceux qui sont écœurés par ce spectacle politicien et qui envisagent de s'abstenir, bien sûr, voter ne changera pas votre sort. Mais quand on a la possibilité de protester, de dire ce que l'on pense, eh bien, il faut le faire. Et on le fait dans la vie de tous les jours. On le fait au travail. On le fait quand une injustice se déroule sous nos yeux, même si l'on n'est pas en mesure de l'empêcher, parce que c'est aussi une question de dignité. S'abstenir, alors qu'on a la possibilité de renforcer son camp, ce n'est pas une preuve de conscience ou de radicalisme. C'est se soumettre et puis c'est déserter. Parce que si nous ne défendons pas nos idées, qui le fera? Personne ne mènera le combat à notre place. Parfois, on ne trouve pas le moyen de se battre, de faire grève, de manifester ou simplement de protester parce que l'on est seul ou parce que le rapport de force est trop défavorable. Mais voter, s'exprimer dans l'urne est un geste à la portée de tous et il n'y a pas de petits combats, il n'y a pas de petits gestes. Quand on est minoritaire, c'est tout le contraire. La moindre voix compte et peut porter. Alors, et encore une fois, nous pouvons être fiers de nos idées, fiers des perspectives que nous portons. Alors, entraînons le maximum de ceux qui nous entourent à joindre leur voix à la nôtre. Pendant ces 4 jours qui restent, levons notre drapeau, celui des travailleurs et des luttes collectives, et appelons à ce vote de conscience et de combativité ouvrière.
Voilà pour ce meeting de Nathalie Arthaud, la candidate de Lutte ouvrière. Un meeting qui avait donc lieu mercredi soir à Lille. Nous allons le décrypter avec mes invités toujours présents en plateau. Le politologue Bruno Cotrestre. Bonjour Bruno. Bonjour. Notre éditorialiste politique Mickaël Zamestre. Bonjour Mickaël. Bonjour Oriane. Et j'accueille Tam Tranui. Bonjour Tam. Vous êtes Bonjour, journaliste Oriane. à Public Sénat et vous décryptez, vous passez au crible le programme de chacun des candidats. On va voir ce que vous avez trouvé sur le programme de Nathalie Arthaud dans quelques instants. Mais avant cela, Mickaël, on va revenir sur ce discours qui avait donc lieu mercredi soir à Lille. Un discours, bien sûr, axé sur la défense des travailleurs. Oui, sans surprise, travailleurs, travailleuses. On connaît évidemment la chanson entonnée par Lutte ouvrière depuis des années, le point levé notamment. Et c'est vraiment sans surprise, regardez le fond de la salle, regardez le décor. On est dans un décor sobre, rouge bien évidemment. Et le discours, il est teinté de ce décor, il est teinté de l'idéologie communiste, marxiste. On en parlera évidemment, bien sûr. Il y a eu plusieurs éléments dans ce discours. Il y a eu des attaques, évidemment, sur les autres candidats. On va y revenir. Il y a eu des annonces faites sur le programme de Nathalie Arthaud, qui est assez basique quand on connaît l'idéologie de Lutte ouvrière. On peut parler de l'interdiction des licenciements, bien évidemment, pour les grandes entreprises. Elle s'en est d'ailleurs pris à ce qu'elle appelle la dictature de la grande bourgeoisie. Le salaire minimum dont on aurait besoin 1 800 € net par mois. Et il y a l'augmentation aussi de 300 € pour l'ensemble des revenus. Elle ne dit pas comment elle finance, bien entendu. Simplement, elle explique aujourd'hui le contexte dans lequel on est et le contexte du travail. Le mot travail a été relancé plusieurs fois. Le mot emploi, le mot chômage également. Aujourd'hui, on est en manque d'emploi et il n'y a pas eu aussi de nombreuses citations sur ces entreprises qui délocalisent. Elle a cité Whirlpool, par exemple, société qui délocalise aujourd'hui en Pologne, pour dire qu'il faut sanctionner ces entreprises-là. C'est la candidate de la défense des travailleurs, Nathalie Arthaud, Bruno Cotrestre, quand on entend son discours. Oui, c'est omniprésent dans son discours. Et moi, ce qui m'a frappé dans son discours, c'est qu'un certain nombre de termes reviennent en permanence. Le travailleur, c'est un combattant, c'est le combattant de la lutte des classes, parce qu'on ne peut pas obtenir simplement par le jeu des institutions. Il faut combattre. Et même si Jean-Luc Mélenchon était élu président de la République, dit-elle, il faudra continuer à se battre et à se mobiliser. Le vocabulaire de Nathalie Arthaud est un vocabulaire qui se situe clairement dans ce registre. J'ai noté les mots suivants qui reviennent souvent. Le combat, l'expropriation, les réquisitions, l'éradication, arraché par les luttes. Il faut faire preuve de détermination. Donc on voit quelqu'un qui se situe dans le registre du combat, parce que bien sûr le discours est sous-tendu par une idéologie qui est une idéologie du combat de la lutte des classes. Et elle le dit clairement à la fin du discours. La société est coupée en deux. D'un côté, la classe capitaliste qui est barbare, qui est réactionnaire, qui est oisive, au fond qui vit dans des châteaux avec des femmes de ménage, des majordomes, et puis de l'autre côté, la classe ouvrière. Et d'ailleurs, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il n'y a aucun moment donné où on peut définir qu'est-ce que c'est qu'un travailleur aux yeux de Nathalie Arthaud. C'est-à-dire, est-ce qu'un cadre moyen, est-ce qu'un cadre supérieur, c'est un capitaliste, est-ce que c'est un travailleur, de quel côté il se situe, est-ce que dès lors que l'on possède quelque chose, on passe de l'autre côté de la barrière, et on retrouve des problématiques dans son discours qui sont des problématiques qu'on connaît bien. Alors, du coup, c'est un discours qui devrait séduire les travailleurs, qui devrait séduire les ouvriers. Et pourtant, quand on lit les sondages, on voit que ces ouvriers, ils se tournent plutôt vers Marine Le Pen. Comment l'expliquer ? Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, d'abord, le lien entre le Front National et les milieux populaires est un lien qui ne date pas de cette élection. Ça s'est construit progressivement dans le milieu des années 90. Déjà, à l'époque de Jean-Marie Le Pen, en 95, on commence à voir des classes populaires qui votent un peu plus que d'habitude pour le leader du Front National. Ça s'explique sans aucun doute par le fait que les thèmes sur lesquels le Front National se situe, en particulier les thèmes de la globalisation de l'Europe, sont des thèmes où les travailleurs les plus privés en capital économique, en capital social ou culturel, ils ont été directement exposés aux effets néfastes, aux effets négatifs de la globalisation, des délocalisations. Donc bien sûr, le Front National, lui, s'est clairement situé sur ce terrain-là. Mais ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans le discours de Nathalie Arthaud à la fin, notamment de son discours, c'est qu'elle vient sur à quoi ça sert pour défendre les travailleurs de participer à une élection.
Et ce qu'elle nous dit, c'est qu'au fond, elle sait très bien qu'elle ne va pas être beaucoup entendue en nombre de bulletins de vote, mais que néanmoins, l'élection, ça sert d'abord à constituer un parti. Et ça, j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Elle dit, il n'y a pas de parti aujourd'hui qui défend vraiment les travailleurs. Et se présenter aux élections, c'est se donner la chance d'avoir un amorçage d'un parti, et puis aussi l'effet de chambre d'écho de l'élection, ça permet de se faire entendre. Oui, elle a dit qu'elle est candidate pas pour être présidente de la République, mais pour stimuler pour lever les drapeaux. collective. Pour lever les drapeaux, elle a fait des appels aux manifestations, elle a parlé de la grève aussi très importante. Donc on sent bien qu'il y a quelque chose qui est là de la contestation très forte chez Nathalie Arthaud et qu'on se prépare, quel que soit le président de la République, à avoir la constitution ici d'une force d'opposition finalement qu'on retrouvera dans la rue dès qu'il y aura, par exemple, quand elle a cité tout à l'heure, si Emmanuel Macron devient président de la République, celui qui est à l'origine des 2 lois anti-ouvrières, la loi Macron, la loi El Khomri, bien entendu, on voit bien ici se prépare quelque chose qui se retrouverait finalement comme une rentrée sociale dans la rue, comme on l'a très très souvent vu et dont on a besoin d'une forte mobilisation. Alors on a vu que les ouvriers étaient plutôt séduits par Marine Le Pen. Est-ce que c'est parce que Nathalie Arthaud est consciente de ça qu'elle a si vivement attaqué Marine Le Pen pendant son discours ? Bien entendu. Quand on voit les scores qu'elle fait dans le vote ouvrier aujourd'hui, qui est évidemment celui voulu par Nathalie Arthaud, il est normal qu'elle aille vers s'en prendre au Front National, et notamment quand elle dit que c'est une expression de la résignation. Là, on sent évidemment toutes les attaques menées par le Front National. Il y a des attaques également contre François Fillon, dont elle compare serviteur de la bourgeoisie. Je parlais tout à l'heure d'Emmanuel Macron, mais il y en a eu aussi beaucoup sur Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, auquel on pourrait se dire finalement qu'il serait peut-être soutenu par les communistes, donc peut-être qu'il y aurait un lien entre toutes ces personnes. Non, finalement, on s'aperçoit que ni Jean-Luc Mélenchon ni les autres n'ont Dieu pour Lutte ouvrière et pour Nathalie Arthaud, et que même avec Jean-Luc Mélenchon, finalement, rien ne serait changé s'il devait être président de la République. Elle le compare même à un François Hollande qui serait mis devant le mur de l'argent. Donc un Jean-Luc Mélenchon ou un autre, pour elle, ça serait la même chose. Oui, d'ailleurs, on retrouve là un élément qui est tout à fait important et tout à fait central même dans la rhétorique puriste marxiste dans laquelle elle se situe, qui est au fond l'idée selon laquelle ceux qui se compromettent de trop près avec le pouvoir, Jean-Luc Mélenchon a été ministre sous François Mitterrand, il a été membre du Parti Socialiste jusqu'en 2008, et donc ceux qui se sont compromis de près ou de loin avec le pouvoir ne peuvent pas porter les intérêts des travailleurs et de la classe ouvrière, parce que de toute façon, à un moment donné, ils ont été récupérés par le système, et donc on retrouve là quelque chose qui est vraiment intéressant, parce qu'elle-même est candidate à la présidentielle, et donc on voit bien que c'est la raison pour laquelle à la fin de son discours, elle vient sur qu'est-ce qui motive qu'en ayant une posture de combattant de la lutte des classes, on puisse en même temps se présenter à l'élection présidentielle, ce qui est vraiment intéressant. Ça la resitue dans le même parcours que Arlette Laguillet, qui était elle-même dans la même tension. Alors, on va s'intéresser à un point précis du programme de Nathalie Arthaud avec vous, Tam, puisque vous passez au crible les propos des candidats. Vous avez suivi avec nous ce meeting de Nathalie Arthaud et vous allez vous intéresser notamment à ses propos sur les grandes fortunes françaises. Effectivement, les grands patrons auxquels elle s'est attaquée à plusieurs reprises lors de son discours, notamment au début. On va l'écouter puis on en parle juste après. 21 milliardaires possèdent l'équivalent de ce que détiennent 20 millions de femmes et d'hommes dans ce pays. Bernard Arnault, l'homme le plus riche de France, patron de LVMH, a augmenté sa fortune de 7 milliards en 2016 pour atteindre 38,5 milliards. Drahi, le magnat des télécommunications, a doublé sa fortune, passant de 5,4 milliards à 12 milliards. La fortune de Beignet, le PDG à la tête de Lactalis, est passée de 7 à 10,5 milliards. Comment cela a-t-il été possible en pleine période de crise, alors que l'économie est stagnante et que la concurrence fait rage? Eh bien, il n'y a qu'une explication à cela, c'est qu'ils ont aggravé l'exploitation à tous les étages de leur empire. Alors, Tam, est-ce que Nathalie Arthaud a raison quand elle brandit cette statistique? Eh bien, Nathalie Arthaud, elle est prof d'économie. Eh bien, elle connaît bien ces chiffres. Elle s'appuie sur une étude du Crédit Suisse, notamment. On peut aussi prendre les statistiques de l'INSEE de 2016, qui indiquent que les 21 premières fortunes de France possèdent plus de richesses que les 30% les plus pauvres, soit plus de 20 millions de personnes.
Donc la donnée est juste, mais seulement si vous prenez les plus pauvres. Si vous prenez la moyenne des Français, vous n'arrivez bien sûr pas à cette statistique. Ce qui est vrai également et que Nathalie Arthaud pointe du doigt, c'est que la plupart des milliardaires se sont enrichis entre l'année dernière et cette année. Elle cite Bernard Arnault, Patrick Drahi ou encore Emmanuel Beignet, le PDG de Lactalis. Je n'ai pas retrouvé exactement les mêmes chiffres qu'elle en prenant les classements de Forbes entre 2016 et 2017, mais on arrive au même ordre de grandeur. Ça dépend aussi de la parité entre le dollar et l'euro, bien sûr. Bien sûr, et la conclusion de Nathalie Arthaud, c'est aussi que ces personnes se sont enrichies au détriment de leurs salariés. Eh bien, c'est sûr que si vous parlez de Lactalis à certains agriculteurs, beaucoup estiment que le géant mondial du lait est en position ultra dominante, qu'il impose tout, à commencer par le prix du lait, qui ne tient compte ni des coûts de production, ni du partage de la valeur ajoutée. Mais bon, pour lui comme pour les autres, c'est sûr que c'est très caricatural. Dans les grandes fortunes, on retrouve les Bettencourt à la tête de L'Oréal, on trouve Bernard Arnault à la tête de LVMH, des groupes qui créent aussi de la richesse, qui participent à la croissance. Maintenant, c'est un vrai débat. De quelle façon le CAC 40 participe-t-il à l'économie française? La plupart de ces entreprises font notamment leur croissance à l'international. En même temps, est-ce que ce n'est pas nécessaire pour l'activité nationale pour permettre à ces grands groupes de se renforcer? Encore que cela n'est valable bien sûr que s'il n'y a pas de délocalisation massive. Puis Tam, on peut aussi s'interroger sur la définition de la richesse. De quoi Nathalie Arthaud parle-t-elle quand elle parle de la richesse des uns et des autres? Eh bien, elle parle avant tout de patrimoine, d'actifs financiers ou immobiliers. Elle ne parle pas de salaire ni de transferts sociaux. Alors même s'il est exact que le niveau de vie des très riches s'est envolé ces dernières années et que celui des plus pauvres ne cesse de baisser, eh bien, les impôts, les prestations sociales occupent une place importante en France et contribuent à réduire les inégalités. Et là, donc, ils ne sont pas pris en compte. Et c'est d'ailleurs un reproche que l'on peut faire à chaque étude qui sort des chiffres chocs quand elle parle des inégalités. Ça a pour avantage de mettre un pied dans la porte, mais souvent c'est assez réducteur. Donc en résumé, Nathalie Arthaud s'appuie sur des statistiques justes, qui montrent bien l'importance des inégalités de richesse en France. La fracture, elle existe, mais la conclusion qu'elle en tire, elle est caricaturale et elle part du postulat que les grands groupes s'enrichissent nécessairement au détriment des Français. Merci Tam pour cet éclairage sur le programme de Nathalie Arthaud. On va terminer en parlant de la campagne de la candidate. Nathalie Arthaud estime que sa campagne a été réussie. Est-ce que c'est le cas? Dans l'ensemble, oui, mais simplement, elle a subi quand même la grande concurrence de Philippe Poutou, candidat du NPA notamment. C'est surtout pour un moment de télévision, on se rappelle évidemment du débat au moment où il parle des affaires et qu'il parle d'immunité ouvrière. Donc c'est vrai qu'à partir de là, on a médiatiquement beaucoup parlé de Philippe Poutou. Donc du coup, elle est un peu plus dans l'ombre. Simplement sur ces thématiques qu'on a entendues tout au long de ce meeting et qui ont été rappelées pendant toute la campagne, c'est vrai qu'il y a peut-être un peu plus de fond et on retiendra quand même 2-3 mesures phares. Donc on peut dire effectivement que la campagne de Nathalie Arthaud est plutôt réussie. On verra aussi en fonction du score qu'elle fera dimanche. En dessous de 0,58, ça serait un échec parce que ça serait en dessous de ce qu'elle a fait en 2012. Au-dessus, on pourra dire que c'est une réussite. Bruno Cotresse, est-ce que Mickaël a raison? Elle s'est fait doubler sur ce terrain de la défense des travailleurs par Philippe Poutou, du coup. Elle s'en explique dans un autre meeting où elle dit, mais finalement on nous dit, Philippe Poutou et moi, on aurait dû s'entendre. Il aurait fallu un seul candidat. Elle dit, mais non, en fait, ça nous donne 2 fois plus de chances d'être entendus si on est tous les deux. Mais c'est vrai qu'il l'a doublé clairement sur la communication médiatique. Mais par contre, si l'objectif d'une campagne électorale, c'est d'installer le personnage Nathalie Arthaud durablement dans la vie politique, c'est-à-dire au fond de s'inscrire dans la suite d'Arlette Laguiller, pour le moment c'est assez réussi, c'est-à-dire qu'elle devient progressivement elle-même un personnage de la vie politique et les Français vont s'attendre sans aucun doute en 2022 à la retrouver. Et effectivement, je trouve qu'elle a sur certains points, elle a su imprimer 2-3 propositions, alors que c'est vrai que Philippe Poutou a lancé sa fameuse formule un peu qui va devenir une formule mythique de la vie ouvrière. La vie politique française, par contre, on est en peine d'accrocher 1 ou 2 mesures qui lui sont à lui spécifiques, à l'interdiction des licenciements, bien sûr, comme chez Nathalie Arthaud, mais c'est vrai qu'on a beaucoup plus de mal à voir chez Philippe Poutou quelques mesures qui émergent.
Merci à tous les deux à tous les trois d'avoir analysé pour nous cette campagne, ce programme TAM et ce discours de Nathalie Arthaud. C'était donc la fin de cette série de meetings des 11 candidats que nous avons proposés sur Public Sénat. Rendez-vous dimanche à 19h pour suivre la grande soirée électorale sur les chaînes parlementaires. Résultats, ambiance dans les QG, décryptage de nos experts et analyse des parlementaires et réaction des parlementaires présents en plateau. Rendez-vous donc dimanche à 19h et en attendant, très bonne journée à tous sur Public Sénat.